Alors bonjour Souila. On se rejoint aujourd'hui pour parce que vous avez répondu à un appel que j'ai lancé moi, où il était question de parler un petit peu du voile. Donc je rappelle, on était dans un contexte de bienveillance, on était dans un contexte où on voulait faire quelque chose d'un peu mieux que ce qu'on voit malheureusement à la télé, et de parler avec tranquillité, mais avec un petit peu plus de calme et peut-être de profondeur, on verra, mais de parler de ces sujets en tout cas avec fraternité et calme. Alors, on a déjà eu un débat juste avant, voilà, ceux qui suivent la chaîne le savent, on a eu un débat avec une personne qui portait le voile. Et donc on a discuté ensemble, ça s'est bien passé. Et donc j'aimerais renouveler ceci avec. Donc je vous laisse vous présenter. Alors on va peut-être se tutoyer parce qu'on se connaît. Ok. Et du coup, je te laisse te présenter. Alors bonjour Cyril, c'est vrai que j'ai vu un appel sur ton Facebook. C'était par rapport vous avez dit s'il y a quelqu'un qui parle du foulard, une femme qui portait le foulard ou qui le porte. Donc je vous ai dit que si vous ne trouvez personne, que j'étais là, que je pouvais en parler. Je peux en témoigner parce que moi je l'ai porté et j'avais décidé de l'enlever il y a peut-être une vingtaine d'années maintenant. Je trouve que le sujet est intéressant. Il faut en parler, la tête froide. Et beaucoup de femmes n'osent pas en parler, surtout celles qui l'ont mis et qui l'ont enlevé. Parce qu'en vue de la religion, c'est comme si c'était des apostats. C'est aussi dur, aussi difficile et aussi grave que ça. Donc, Ça veut dire que je vous coupe, mais ça veut dire que c'est important ce que vous dites. Ça veut dire que quelqu'un qui retirerait le voile au sein de de sa micro-société, ce serait pris mhm. comme vraiment un acte d'apostasie. Exactement. Ah C'est ouais. comme un acte d'apostasie et chez nous, c'est très difficile. On n'en parle pas. Beaucoup de femmes vivent ce dilemme. On en parlera d'une façon profonde tout à l'heure. Et bon, pour me présenter, moi je m'appelle Souila Kafi, donc j'ai 52 ans depuis quelques mois et je suis maman. J'ai quatre enfants, quatre grands enfants maintenant. Je suis en profession, je suis prof d'anglais. Et depuis 4 ans, j'ai mis en place une structure d'enseignement de langue, anglais et arabe sans religion. Parce que je ne veux pas je suis contre cette sacralisation de la langue arabe. C'est une langue comme une autre, très belle. Elle a des plus et elle a des moins. Et voilà, c'est ça. Sinon, voilà, je suis en France depuis 26 ans. Donc, la moitié de ma vie, la première moitié était en Algérie. La deuxième, je l'ai passée en France. Voilà. D'accord. Et du coup, quand vous étiez en Algérie, oh, on a dit qu'on se tutoyait. Quand tu étais en Algérie, Mhm. est-ce que tu portais le voile du coup et comment tu portais ce voile? Est-ce que ça a été un cheminement que ta famille t'a laissé faire ou est-ce que c'était Mhm. plutôt un héritage culturel qu'on questionne pas forcément toujours parce que quand on est Mhm. jeune, on n'a pas forcément les réflexes de tout questionner. Alors, rapidement, je vais vous dire, moi, le foulard dans ma vie, je suis passée par trois étapes. La première, c'était dans les années début 80, 80, 81. Donc, il y avait, à l'époque, moi, j'avais 11, 12 ans, j'étais en sixième, donc je ne connaissais pas ce qui se passait dans le monde au niveau politique. Il y avait l'histoire de Khomeini, il y avait les années 70, la perte des Arabes envers Israël, vous voyez la guerre de 70, il y avait tout ça, mais étant petite, je ne savais pas. Ma mère ne le portait pas, c'était une des femmes les premières à travailler dans la ville où j'étais la fille du maire, donc on Ouais. allait à la plage, donc il n'y avait pas de souci. Mais en sixième, donc les années 80, c'était 80, 60, non, 80, 81, on avait un prof de français qui nous parlait du foulard. Et donc pendant le cours de français, il fermait la porte et il nous parlait de la religion. C'était les débuts de l'arrivée, j'ai envie de dire, du khomeïnisme en Algérie. Et j'ai vu à l'époque, quand j'étais au collège, une fille, la seule fille qui portait le foulard, et on la regardait comme si c'était une extraterrestre. Donc Alors ça sentait. juste une parenthèse, le romanisme, c'est pour ceux qui nous regardent et Ouais. qui sauraient pas, c'est juste un mouvement qui est intervenu après la révolution islamique iranienne en 1979.
Voilà. C'est exactement. juste une parenthèse pour que voilà, Voilà. tout le monde comprenne. Merci de l'avoir précisé. En fait, il n'y avait pas de foulard autour de nous. Il n'y avait rien de tout ça. Je me rappelle, notre prof nous parlait de la religion comme si c'était une nouvelle chose, hein, quelque chose de nouveau. Et il nous a même imposé de ramener un foulard pendant son cours et de le porter. Ma mère était contre quand je lui ai parlé. Et à l'époque, je voulais faire plaisir à mon prof. Donc, je mettais un petit foulard en cachette dans mon sac. Et on le mettait pendant le cours. Et après, ça, c'était la première fois. Mais je ne l'avais pas porté. Quand j'étais au lycée, on commençait à avoir plus de filles portées. Et mon amie proche l'avait porté pour des raisons, après je l'ai su, pas pour des raisons religieuses, parce qu'elle habitait un village très loin, mais pour pouvoir venir, il fallait, sa famille lui avait imposé de porter le foulard. Donc cette fille avait une aura en classe, surtout envers les profs, elle était respectée, elle était parce qu'elle s'est couverte. Et on en a discuté et moi j'avais envie de le porter. J'en ai parlé à mes parents, j'avais à l'époque 15-16 ans et Ouais. c'était un refus total. Donc, mon père et ma mère m'ont dit mais c'est quoi? C'était pour vous dire à quel point c'était pas ancré. Je l'ai porté à 23 ans quand je m'apprêtais, j'étais à l'université, je m'apprêtais à me marier aussi, j'ai connu mon mari à l'université et la ville où j'allais habiter, c'était une petite ville dans l'Est algérien. J'allais travailler dans un lycée, donc mon mari trouvait que c'était plus adéquat pour moi de porter le foulard. C'était très dur, mais comme j'allais me marier et je voulais aller dans le sens de mon mari, c'était la norme. Et j'ai lu quelques livres et vous savez, quand on lit un livre étant jeune, on se dit peut-être qu'on ne sait pas tout. Moi, je me rappelle, j'avais lu le livre Al-Hijab de Al-Maoudoudi que mon mari m'avait donné et je trouvais que bah oui, il faut porter le foulard. Donc, par culpabilité, par ignorance. Et on se dit, nous, on ne sait pas comme ces gens-là avec tout leur parcours. Et on nous dit, vous êtes une perle, donc il faut vous protéger. Et imaginez-vous dans un pays arabe, musulman ou berbère pour certains, pour l'Algérie parce qu'on n'aime pas dire trop arabe. Ouais. Donc la rue, elle est plus masculine que féminine. Donc pour sortir, Comment on peut l'analyser ça, par exemple, cette masculinité de l'espace public? Est-ce que c'est quelque chose qui est culturel? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été? Ou quelque chose comment dire, qui est intervenu petit à petit? je pense que c'est intervenu. Alors, vous savez, l'Algérie est passée par plusieurs étapes. Donc, il y a eu l'étape, je parle du colonialisme qu'ont connu mes parents. Et Bien sûr. après, l'indépendance. Moi, je sais que ma mère, pendant l'indépendance, elle était comme toute Française ici, d'ailleurs que je vois ici. Elle s'habillait, jupe, des fois mini-jupe, donc elle allait au travail, elle revenait, elle n'était pas harcelée. Moi, mon enfance des années 70, début 80, on sortait, on s'habillait comme nos enfants maintenant ici en France. Il n'y avait pas cette histoire. Par contre, il y a des endroits, depuis toute petite, où les cafés, c'était plus masculin. Donc, j'étais dans une ville qui s'appelait Philippeville. Donc, c'était plus, on voyait pas beaucoup de femmes mélangées. On voyait ça en Tunisie, en France, mais pas en Algérie. Donc, c'était, je pense, il y a une grande part de tradition. Et c'était dans un respect mutuel. Il y a des rues où il y avait, voilà. Mais les choses ont un petit peu, se sont un petit peu empirées avec le temps. Et le foulard est devenu, je pense, pour certaines femmes, c'était un ticket de liberté. C'est-à-dire, quand elles portent le foulard, elles peuvent sortir. Bah, Elles c'est peuvent l'argument aller. qu'on a également en France hein, aujourd'hui. C'est important de le dire parce que c'est également l'argument qu'on nous oppose souvent à gauche, la gauche politique, qui nous dit acceptons le foulard, ça permettra à ces filles de faire des études et si on n'accepte pas ça dans notre société, on risque d'enfermer des personnes. C'est toujours cet argument qui revient. Mais on l'analysera plus tard. Mais je voulais glisser cette parenthèse. Oui. Je ne sais pas où est-ce qu'on était. Donc, c'est en fait porter le foulard, cette liberté de mouvement qui donne cette liberté de mouvement, c'est une solution immédiate. Ouais. Mais dans le temps, j'invite toutes ces femmes tête froide à réfléchir à leur statut. Pourquoi je me couvre? Pourquoi? Après, quand on arrive à une certaine maturité, moi, dans mon cas, je l'ai porté parce que ça m'arrangeait à l'époque.
Ça me permettait de travailler dans un milieu qui était purement masculin et toutes les femmes étaient voilées. Donc, ça ne servait à rien d'aller dans la confrontation. Et un petit peu, je me suis peut-être persuadée que par ignorance et culpabilité, je ne savais pas tout ce que ça savait ces oulémas musulmans, ces chiites qui savaient plus que moi et que je me donnais le temps de lire d'autres livres. Et quand j'ai lu vraiment, je vous dirai ça plus tard. Et donc, du coup, après après ce début de vie en Algérie, vous avez connu cette année, enfin ces années beaucoup moins marrantes. On va arriver au début des années 90, c'est ce qu'on appelle la décennie noire en Algérie. Et si vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez vécu tout ça et comment, pour une femme, on peut vivre ces choses-là. Alors, cette décennie, elle était très difficile. Moi, j'étais dans une région qui était un petit peu épargnée même si on avait tous les désavantages du terrorisme, mais on n'avait pas comme Alger, comme d'autres endroits, c'était vraiment chaud. J'étais dans une région, on disait que c'était l'endroit où les terroristes allaient faire leur marché. On va dire ça. Donc on avait, mais franchement, je peux pas vous dire. J'ai vécu peut-être une fois une explosion. J'habitais pas loin d'un commissariat, donc une explosion. On savait pas si c'était dans le commissariat ou dans la mosquée qui était juste derrière. Mais je peux pas dire que j'ai souffert du terrorisme d'une façon directe. Mais c'était d'une façon indirecte, vu que dans ma famille, il y avait quelqu'un qui était haut placé, donc Kafi Ali, et c'était un petit peu difficile pour nous en tant que famille, et voilà, c'était dans ce sens-là. Je portais le foulard, donc j'étais immunisée, d'accord. Mais je l'ai vécu, je peux vous dire, en tant qu'enseignante, parce que déjà, j'avais des élèves garçons surtout que je voyais changer pendant l'année. Bon, un jeune homme de 16 ans dans ma classe, il était là, devant, il participait. Petit à petit, la petite barbichette poussait et il se mettait à l'arrière de la classe, il parlait plus à personne. J'étais pour lui une femme, donc il fallait pas me regarder. Donc j'avais cette expérience, plus beaucoup de filles qui portaient le foulard, qui n'étaient pas Il y forcément a reliées. juste un petit point sur lequel j'aimerais revenir avant de continuer. C'est super intéressant tout ce que tu nous dis, mais il y a un point sur lequel j'aimerais revenir. Tu dis, j'avais le foulard, donc j'étais immunisé. Alors nous, comme on en discute souvent, on sait de quoi on parle. Mais du coup, pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que cette immunité du voile dans ce contexte-là? Pourquoi? En fait, je ne sais pas si je vais bien expliquer la situation. Le foulard est devenu la norme, donc qui était devenu la norme. Si on est une fille de famille, hein, avec tout ce que ça contient comme, je pense que dans le passé en France, ça voulait dire quelque chose, fille de famille. Si on est une femme respectable, donc il fallait se couvrir la tête. Donc moi, comme je l'avais mis dès mon arrivée dans cette petite ville, donc qui est dans mon lycée, je n'avais pas ce souci. Alors le foulard, pour ouvrir une petite parenthèse, ça, et c'est ça ce qui m'embête un petit peu avec le foulard maintenant, et c'est ça ma lutte entre parenthèses, c'est que quand on le porte, c'est comme ça nous apporte une virginité sociale. Par rapport à celles qui ne le portent pas. Donc, la société vous valorise. Vous êtes tranquille dans la rue. D'ailleurs, on les appelle aussi les hajjas. Hajja, ça veut dire celle qui est partie à la Mecque. Donc, même si on est jeune et on le porte, on vous dit hajja. C'est une marque de respect, chose qui m'énervait beaucoup. Mais voilà. Donc, moi, même si je n'étais pas à l'aise, j'étais tranquille. Voilà. Donc, ça donne une respectabilité supplémentaire quand on est dans une société où la religiosité se développe. Et voilà. C'était une norme. Beaucoup de femmes, pour se marier, l'ont porté. Beaucoup de femmes, pour avoir une nouvelle vie virtueuse, virtueuse aux yeux de la femme. Alors, je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous choquer. C'était comme le voile sur la tête, c'est comme un hymen. Et vous savez l'importance de la virginité dans notre culture. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Voilà.
D'accord. Et donc, du coup, vous en étiez à nous dire que vous avez vu vos élèves, les petits garçons à qui vous appreniez une matière changer, commencer à laisser pousser la barbe, à Voilà. s'éloigner un petit peu et puis à moins vous regarder parce que vous incarniez pour eux, j'imagine, la femme, la tentation. Voilà. C'était ça. Et ce qui était dur pour moi, c'est de revoir il y a quelques années la même chose ici en France. C'est C'est ça ça. qui me, c'est Et ça du coup, qui on va me. faire la transition. Et du coup, Mhm. vous êtes arrivé en France à quel moment environ pour Alors, c'est une bonne question. Alors, moi, arriver en France, ce n'était pas quelque chose de programmé. J'étais très bien dans mon pays. Euh, que ce soit d'une façon côté économique ou côté familial. Donc, vivre à l'étranger, c'était pas vraiment dans nos projets. Ça s'est fait. Mon mari est venu a réussi un concours et il est venu faire sa spécialité en médecine. Donc, il est venu. J'ai dit bon, tu fais ta spécialité et après tu reviens. Mais finalement, vu la conjoncture de l'Algérie, étant jeune, à l'époque j'avais 25 ans, j'avais une fille, donc mon mari est loin de moi. Au bout de 2 ans, c'était un petit peu difficile, donc j'ai pris un congé, une maison de disponibilité, hein, je pense que ça s'appelle toujours comme ça, ouais. et j'ai rejoint mon mari le temps qu'il finisse sa spécialité de 5 ans, et le projet est de rentrer en Algérie. D'accord. Parfait. Je suis là. Donc c'était ça. Donc c'était pas, j'ai pas fui mon pays, je suis pas. Au contraire, c'était très difficile de vivre cet arrachement à l'époque parce que c'est quand même un changement, même si on est francophone en Algérie, on a cet héritage de la culture française, mais vivre dans un autre pays, un autre continent, une autre langue, une autre culture, c'était vraiment difficile. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué quand tu es arrivé en France? Qu'est-ce qui au niveau culturel, qu'est-ce qui a été le plus pas forcément traumatisant ou choquant, mais un petit peu rigolo, bizarre ou voilà des choses où on se dit tiens, il n'y a pas ça chez nous, c'est étrange, alors soit positif ou négatif, mais voilà. Oui, alors choquée, non, j'étais pas choquée. J'étais contente. Je suis venue plusieurs fois avant de décider de rester avec mon mari. Rien ne m'a choquée en France. Tout m'a été agréable. C'était une découverte agréable. J'ai atterri à Strasbourg. Ouais. Donc, c'était encore une culture, comme ici maintenant je suis en Bretagne, il y avait la France et il y avait la culture alsacienne. Donc, j'ai atterri avec mon foulard aussi, parce que je me suis dit, bah, je le porte, c'est moi, pourquoi l'enlever? Et j'avoue que, bah, on parlera peut-être du foulard après, mais pour répondre à ta question, c'était une belle découverte, en fait. Il n'y avait pas de problème, j'ai pas souffert du racisme, jamais, avec le foulard au sang. Donc ça, il faut que je le signale, c'est important. Mais j'ai découvert un nouveau pays, une nouvelle culture, un mode de vie différent. Même à l'extérieur, comme ça, on se dit, bah, c'est pareil, hein, donc les rues, moi j'étais dans une ville côtière, donc la mer me manquait à Strasbourg, il faisait trop chaud ou trop froid, mais sinon, c'était une découverte agréable, moi j'ai bien aimé. Le problème a commencé à se poser, mais je parle jamais de choc. Il n'y a pas eu de choc culturel. J'ai bien aimé ce changement. Et le problème est arrivé quand j'ai décidé et j'ai voulu travailler. D'accord. Voilà. Donc là, le foulard était un frein. Ouais. Et c'est à partir de là où, moi je me rappelle une fois, j'emmenais ma fille à l'école maternelle et une petite fille voisine disait à sa maman, maman, pourquoi cette femme porte le foulard? Pourtant, il y avait une communauté turque, hein. Mais pourquoi? Et sa maman, gentiment, j'entendais dans le trottoir, elle lui disait, bah, tu sais, sa religion, elle lui impose de porter le foulard, mais ils sont comme nous. Ils sont comme nous, moi, ça m'a ouvert plusieurs points. Oui, mais on est pareil. Pourquoi moi, je me couvre et elle, elle ne se couvre pas? Pourquoi est-ce que c'est par hasard? Parce que je suis née dans une partie, donc c'est un héritage culturel
Si cette femme-là est née dans cette partie-là de la Méditerranée, elle aurait porté le foulard. Si moi j'étais née ici, donc cette appartenance, est-ce que c'était choisi? Est-ce que c'était par hasard? Et ma fille qui était à côté de moi, est-ce qu'elle va porter le foulard? Est-ce Donc, du qu'elle… coup, il y avait un vrai questionnement qui a débuté là quand même. Des petites choses comme ça qui… voilà. D'accord. Et Et donc, bon, du coup, ben, pourquoi moi je suis dans la rue, je suis étrange pour cette fille. ouais, je comprends. Et du coup, bah, la question suivante, c'est la question qui forcément va dans la continuité de cela. C'est, on voit qu'aujourd'hui, tu n'es pas voilé et du coup, pourquoi, si tu arrives à le définir aussi rapidement, là je vais un peu vite, mais du coup, pourquoi avoir retiré ce voile et quel a été ce chemin qui t'a mené vers cette décision? Parce que j'imagine que on se lève pas comme ça un matin après l'avoir porté des années en se disant bon ça y est je le retire. Il y a forcément Ouais. un cheminement intellectuel ou spirituel ou d'autres. Tu vas nous dire. Alors moi je l'ai porté pendant 7 ans. Si on compte toutes les années, je l'ai porté pendant 7 ans. Alors, il y avait déjà avant beaucoup de questions. Je l'ai porté, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme je t'ai dit tout à l'heure, par culpabilité, par ignorance. J'ai lu le livre Le Hijab de Maudoudi où il mettait des sourates, des trucs. Bon, et c'était confortable de le mettre comme ça, on est tranquille. Après, on se pose la question, il y a beaucoup de choses qui viennent. En fait, je porte le foulard. Pourquoi je porte le foulard et je suis dans la rue, je dis attention, je suis musulmane. Pourquoi mettre cette pancarte et dire voilà, je suis musulmane, musulmane, musulmane. Pourquoi donner cette information? Est-ce qu'elle est importante? La deuxième chose qui était très difficile pour moi à accepter, c'est quand on lit tête froide. Et je précise que chaque femme qui choisit de mettre le foulard, c'est son choix. On n'a pas le droit de l'en empêcher, mais il faut qu'elle mesure le poids de cette décision. Parce qu'il ne s'agit pas juste de porter le foulard, de se couvrir. Ce n'est pas un style. Quand on va lire donc, profondément dans la question du foulard, on va trouver que je porte une idéologie avec laquelle je ne suis pas d'accord. C'est un uniforme. C'est-à-dire, il faut savoir que s'habiller, c'est un code. Il y a des codes, c'est-à-dire on voit un monsieur porter un uniforme, on sait s'il est policier, s'il est gendarme, s'il est de l'armée de terre, donc c'est des codes. Enfin, comme Ça, on voit. c'est d'ailleurs de cet argument que je me sers parce que souvent on m'accuse en me disant mais Cyril, tu es un homme, en quoi le voile te regarde? Et c'est justement ce que je dis, le voile me regarde en ce qu'il s'adresse à moi, en ce qu'une personne, comme le dit élégamment Amin Malouf que j'aime beaucoup, ce que tu portes dans ton cœur ne me regarde effectivement pas, ce que tu portes dans ton esprit ne me regarde pas, mais ce qui s'impose à mon regard me regarde. J'ai le droit d'être rassuré ou d'être mal à l'aise avec ça. Et moi, personnellement, je me suis senti très vite assez mal à l'aise avec ce voile. Même quand j'étais moi-même musulman, hein, puisque ceux qui me suivent le savent, j'ai été moi-même longtemps musulman sunnite, j'ai toujours été mal à l'aise avec ça. Donc voilà, je te laisse continuer. Donc du coup, tu nous disais que ben voilà, pour toi, c'était normal de le porter, mais que tu t'es mis à réfléchir et puis tu t'es mis à te demander ce que signifiait la symbolique en fait. Hein. Tu nous emmenais vers la symbolique du voile, vers l'uniformité qu'il représente. Et je te laisse. Alors, en Algérie, peut-être dans des pays musulmans où tout le monde le porte, le fait de le porter, que tout le monde le porte et on rentre dans le train de la vie, donc ça diminue un petit peu il y a des choses qui nous dérangent dans le statut de la femme dans la religion musulmane. C'est ça qui révolte un petit peu beaucoup de femmes. En Algérie, le fait que ça soit une norme sociale, enfin à peu près, donc on est à l'aise, on va au travail, on a une vie sociale, on est toutes pareilles. Mais après, ce qui accélère cette réflexion, c'est le fait d'être dans une société différente. Et on veut faire partie de cette société, c'est-à-dire travailler. Moi, j'ai le CAPES, je suis enseignante. Quand je vois mes CV, c'est accepté, mais dès qu'on me voit, donc j'ai commencé par mettre des bérets, par mettre un chapeau. Il faut couvrir. Après, je me dis, mais pourquoi? Donc, je suis allée un petit peu plus loin. J'ai lu le Coran d'une façon pas en étant victime,
mais plutôt en étant actrice, c'est-à-dire je lis ce livre pas pour le réciter, mais pour le comprendre avec… Et puis c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que oui, tu peux aller directement au texte sans oui. intermédiaire. Parce que souvent, on lit des versets qui sont des versets bien pratiques, qui sont retirés du Coran, qui sont réinterprétés dans un autre livre, et on va jamais réellement au texte pour le comprendre. Et ça, c'est important. Ouais, je te laisse nous Donc expliquer. voilà, aller lire le Coran comme étant actrice, c'est-à-dire le comprendre. Enfin, je sais pas, je suis une maman, mon mari part au travail, je suis à la maison, je fais marcher plusieurs choses à la maison, je m'occupe d'enfants, je suis en train d'élever une génération. Et du coup, dans les livres, je suis quelqu'un de mineur, j'ai la moitié, je ne sais pas, je suis tout le temps mineur, je ne peux pas prendre une décision. Ce qui me gênait en Algérie sortait en fait. C'est-à-dire en Algérie, pour sortir, il faut prendre avec soin un garçon, n'importe quel garçon, même il a 2 ans, il te valide dans la société. Mais si tu marches toute seule, tu n'es pas une femme correcte. Donc ça m'a toujours gênée. Dire que je joue avec mon cousin, on joue ensemble, à partir de 12 ans, moi je suis pubère, je deviens un objet sexuel à cacher. Et lui, non. Donc ça, c'est des choses, on nous dit, la femme, tout son corps est aura. Je ne sais pas si vous avez rencontré ce terme. Je connais le terme, ouais, mais si vous pouvez l'expliquer pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Alors, aura dans la langue, ça veut dire quelqu'un qui ne voit pas, d'accord? Mais aura dans la religion, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut cacher, comme le sexe, excuse-moi le terme, comme… Donc, il y a des choses, mais la femme, tout son corps est aura. Donc, c'est ce qui est écrit. Alors, et rajouter à ça, sa voix est aura. J'étais enseignante quand même. Donc, ma voix, donc mon outil de travail, pourquoi m'autoriser à travailler alors, puisque c'est aura? Mais parce que je vais chercher de l'argent et je rends service à la société. Donc, il y a plein de choses comme ça qui me dérangeaient. L'héritage. Pourquoi mon frère a le double de ce que j'ai alors qu'on a eu 9 mois dans le ventre de nos mamans? Je sais pas, ça, j'arrive pas à le comprendre. Mais après, quand on lit le Coran, et je conseille à tout le monde de lire le Coran et avec ce qu'on appelle Asbab Nuzul, parce que chaque verset, il a une raison. Il y a quelque chose qui est arrivé dans la société à l'époque du prophète Mohammed, et ça a donné lieu à une sourate et un verset, à une décision. C'est-à-dire Donc, le comprendre dans son contexte historique, en fin de compte. historique, voilà. Par exemple, l'imposition du hijab, elle était, enfin, du hijab, après il faut comprendre, est-ce que c'était vraiment se couvrir la tête ou pas. Donc, elle a une raison, il y a des choses qui sont arrivées à cette époque-là et ils ont trouvé une solution à cette époque-là. Donc, maintenant, moi, je ne suis pas occidentalisée, je suis moi-même, j'étais comme ça, ma mère était comme ça. Donc, avant, si j'enlevais mon foulard à la maison, j'étais comme vous me voyez maintenant. Ce qui me dérangeait, peut-être je pars dans tous les sens, Cyril, vous me dites. Non, c'est très important, c'est très À intéressant. l'époque, quand je le portais, ce qui me gênait aussi, c'est que c'était ce petit calcul que chaque femme devait se faire dans sa tête à chaque fois qu'il y avait un homme en face d'elle. C'est-à-dire, moi, quand j'ouvre la porte et quand je reçois quelqu'un, il faut que je me dise, est-ce que je dois porter le foulard devant lui ou pas? Pour savoir si je porte ou pas, est-ce que je suis mariable à lui si jamais mon mari venait à disparaître? D'accord? Ah ouais. Donc, vous voyez donc je trouvais que j'avais toujours la tête baissée. Vous voyez, c'est toujours une connotation sexuelle. Eh ben, Et c'est ce ça, que ça je me disais, c'est très intéressant parce que c'est ce que je disais. Alors malheureusement, c'est un échange que j'ai eu avec une amie musulmane que j'ai dû retirer de ma chaîne parce qu'elle a subi des pressions. Euh, oui, Justement, dans ce débat, je disais que ce qui me dérangeait, moi également, dans le voile, c'est que c'est avant tout quelque chose qui s'inscrit et qui vient. Moi, j'appelle ça, alors le mot est peut-être fort, mais moi, j'appelle ça une aliénation. C'est-à-dire que c'est quelque c'est chose ça, qui vient installer quelque chose dans la tête des gens. C'est pas c'est ça. seulement le voile qu'on voit, c'est pas seulement le bout de tissu en lui-même, c'est ce qu'il vient mettre dans la tête de celle qui le porte. C'est ça qui me dérange le Exactement. plus. Exactement. C'est-à-dire, je me cache parce que je suis un objet sexuel qui pourrait être désiré et cet homme-là en face de moi, donc il faut que je me cache parce que c'est un futur prédateur si jamais, voilà. Donc tout est basé sur ça, ça me dérange. Au bout d'un moment, on a envie de s'élever,
on a envie de vivre en tant que tel. Bon, vous allez me dire c'est confortable pour vous, pour moi, là, vous allez me dire c'est confortable, je vis en France. Oui, c'est vrai, c'est plus confortable pour moi que d'autres femmes là-bas. J'ai au-delà de 50 ans, mais bon, je l'ai enlevé un peu plus tôt, hein, ça fait plus de 20 ans. Et donc, j'ai donné mes preuves. Si je suis une bonne femme ou une bonne citoyenne ou une bonne personne, j'ai fait mes preuves. Donc là, à mon âge, je suis au-delà de tout questionnement. Voilà ce que je me dis et c'est pour ça que je suis devant vous. Peut-être 10 ans avant, je ne pouvais pas. Et je vous dis que le fait de retirer le foulard, moi, je ne l'ai pas caché. C'était une décision personnelle. Mon mari n'a pas interféré. Ça aurait été vraiment difficile s'il m'avait dit, mais non, il faut que tu portes. Non, je l'ai décidé. C'était pour pouvoir vivre dans cette société française, pour pouvoir voyager sans avoir cette pancarte, écartez-vous, je suis musulmane, sans porter cette idéologie à laquelle je suis complètement à l'opposé. Et j'étais à l'aise parce que je sors, on me dit bonjour. Je vais acheter du pain, la boulangère me dit bonjour. Ça paraît bête, on va me dire, mais tu retires ton foulard pour le bonjour d'une boulangère. Mais je vous assure, c'est très important. Je rentre dans un magasin. Est-ce que ça ne fait pas écho à quelque chose? Alors, j'aimerais bien te lancer sur ce sujet parce que pour moi, c'est important. Tu disais que le corps de la femme est aora, c'est-à-dire qu'en gros, il est, voilà, tout son corps, même sa voix, voilà, c'est à cacher. Et du coup, ça veut dire que la société ou bien la religion, enfin, en tout cas, c'est souvent entremêlé société et religion, décide que le corps de la femme n'a qu'une seule et unique symbolique, c'est le sexe. C'est-à-dire que pour moi, un corps de femme, c'est aussi tout simplement un véhicule d'une âme, et c'est la manifestation physique d'une personne humaine. C'est une femme dans un second temps, et c'est éventuellement un objet sexuel que dans l'intimité amoureuse. Mais Exactement. avant tout cela, ça n'est que un corps féminin qui promène une âme féminine avec laquelle je peux être ami, avec laquelle je peux discuter, avec laquelle je peux échanger intellectuellement. Et là, on ravit tout ça, on enlève tout ça et on dit tu n'es qu'un sexe sur pattes et il faut le cacher. Et c'est ça qui me dérangeait, moi, énormément. C'est-à-dire, je suis une personne, j'ai une personnalité, j'ai un caractère, j'ai des idées, je pourrais être intéressante dans l'échange, enfin, je pense humblement, mais et c'est pareil avec les autres. Donc, moi, je vois, c'est dommage que, par exemple, mon mari ne puisse pas échanger avec sa collègue qui porte, moi, quand il était médecin en Algérie, hein, qui porte le foulard et que, voilà, on est toujours dans cette… ça dénature les relations. Et ce que je vous disais tout à l'heure, moi, quand je l'ai porté et je suis sortie dans la rue, je me suis sentie vivre. Je me suis sentie libre. Et je ne peux pas… En fait, j'ai vu avec tous les… avec tous les égards à faire par rapport à l'exemple que je vais donner, il y a eu sur Canal+, on ne peut pas faire de publicité, une fois, une famille blanche qui s'est teinte en noir et ils sont sortis dehors pour vivre ce que vit, et l'actualité américaine est triste maintenant par rapport au racisme. Ouais. C'est une famille, je pense, qui se sont teints en noir et ils sont sortis dehors pour voir ce que vit une famille noire, en fait. Et moi, c'était le cas. Je peux vous raconter que c'était, malgré que j'ai dit tout à l'heure que j'ai pas vécu de racisme, mais la méfiance. Moi, il m'est arrivé d'aller dans un magasin de jouets et j'avais le vigile derrière moi. Ouais. Des gens qui me disent pas bonjour. Je suis allée au bureau de tabac acheter une carte téléphonique à l'époque et on me dit rentrez chez vous. Et des petites choses comme ça qui sont… Mais depuis que je ne porte pas le foulard, malgré que je ne suis pas française, ça se voit que je ne suis pas de ce continent, ni de cette… que je viens d'ailleurs, l'accent du français et tout ça, mais je suis comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. C'est vraiment quelque chose de… C'est ça, la société française a quand même du mal, et il faut le dire, il faut savoir se regarder dans le miroir. La société française a du mal avec tout ce qui est
tout ce qui est altérité trop prononcée, puisque la société française s'est construite sur l'universalisme, c'est-à-dire que voilà, l'universalité des personnes, nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous citoyens, nous sommes tous français. Et quand quelqu'un, sans parler de physique, mais quand quelqu'un dans ce qu'il porte, dans ses vêtements, dans ce qu'il porte, dans son idéologie, vient contrarier les valeurs françaises, eh ben c'est vrai que c'est extrêmement mal perçu. Surtout que le communautarisme est très très mal perçu chez nous. Et c'est mais il faut dire que c'était les années 90 c'était l'époque des attentats RER et tout ça. Donc, après, c'est des petites choses, mais c'est plus moi qui étais à l'aise. Je vais à l'école, je vais partout, normal. J'ai pas besoin de parler ni de mes origines, ni de dire de quelle religion je suis. Il y a ça qui est extrêmement réducteur aussi pour l'identité, j'imagine. Ouais, c'est un sujet important. C'est que c'est réducteur pour l'identité, c'est de toujours, avec ce voile, ramener la personne à sa religion, à éventuellement ses origines, et tu n'es que ça. Et tu n'es que ça, pas parce qu'on décide que tu n'es que ça, mais tu n'es que ça parce que tu ne montres que ça. C'est-à-dire que tu mets ton identité. Une identité, c'est complexe. On est plein de choses en même temps. Je suis français, je suis végétarien, je suis hétéro. Il peut y avoir, je sais pas, un franco-turc ou une franco-algérienne comme toi, qui peut-être a des idées politiques sur telle ou telle chose. Toutes ces choses font partie de nos identités et elles sont toutes différentes les unes des autres. Mais quand on c'est un peu comme moi, je fais souvent le parallèle, c'est ceux qui tu sais, qui font la gay pride, etc. J'ai rien contre ces gens. Mais quand tu fais de ton sexe ou de ta sexualité un déguisement, ça veut dire que tu réduis ton identité à une seule partie. Et ça veut dire, dans le cas du voile, que tu réduis un petit peu aussi ton identité qu'à ton islamité. Tu n'es musulman avant toute chose. Et c'est vrai qu'en France, ça passe d'autant plus mal que pour nous, la République est presque une religion. C'est-à-dire que les lois républicaines sont au-dessus de tout. Et si tu mets quelque chose au-dessus des lois républicaines, pour un Français, il y a problème déjà. Exactement. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que moi, je parle de moi-même, hein, c'est-à-dire de ma vie, c'est personnel. Je respecte celles qui sont nées ici et qui le portent, mais il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'elles sachent qu'est-ce qu'elles portent comme idéologie. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un qui porte le foulard par naïveté ou parce qu'il se sent il sent qu'il fait partie d'une certaine. Il veut le montrer, en fait. Il veut montrer. Comment? C'est de l'identitaire. Exactement, c'est de l'identitaire. Donc, le problème est vécu, si c'est un problème, est vécu de l'autre côté de la France. Il faut que ces femmes-là sachent que, moi j'ai l'impression que c'est comme maintenant avec le corona, on dit porteur et non porteur. Là, avec le foulard qu'on porte parce que pour se marier, ou parce qu'on est bien, ou parce qu'à la mosquée on nous a dit qu'il fallait le porter. Moi, j'invite ces femmes à lire le contexte dans lequel ces versets sont venus, la tête froide, et de se faire confiance, et aussi de faire attention à ce que vous portez comme message. On ne peut pas être tolérante, on ne peut pas se dire humaniste, alors qu'on porte cette idéologie qui est véhiculée à travers le foulard. Donc, il faut faire attention. Parce que pour toi, quelle idéologie, du coup, porte le foulard en lui-même? Moi, je pense qu'il faut juste chercher qui nous pousse à porter le foulard. Ils servent quelle politique? Comment la femme est considérée dans ces sociétés-là? Après, moi, je suis allée dans des pays comme le Qatar, Dubaï. J'ai vu les hommes et les femmes qui portent, voyez, les robes blanches et les femmes, des fois, elles se couvrent le visage, des fois pas. Ces gens-là, on voit bien que c'est leur costume traditionnel. Ils le portent bien et ils sont bien dans leur environnement. Mais tout ça nous a été imposé par une idéologie wahhabiste et qui est vraiment, qui n'est pas la nôtre en fait. En fait, les atouts de la femme, on dit il faut cacher les atouts, les cheveux c'est des atouts. Alors, ce qui est atout, ce qui est beauté ou ce qui est, comment dire, quelque chose qui a attrait à l'attirance des deux sexes, ce qui est là-bas en Arabie Saoudite,
ne l'est pas je sais pas, à la Suède. Donc, en France, si on marche dans la rue avec une robe courte, si on montre ses genoux, c'est pas quelque chose pour un Français, pour un Européen, c'est quelque chose de normal. C'est peut-être autre chose qui a attiré son. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ouais, c'est quelque chose Donc, qui est connu dans les sciences sociales. C'est en fait, c'est un phénomène d'habituation. C'est-à-dire que exactement. Mm. quand on est habitué à voir des femmes en mini-jupe, si on vient du Qatar, la première fois, on est comme ça et on se dit mais qu'est-ce que c'est que toutes ces femmes nues partout? Ouais, voilà, En ça, fait, quand on a exactement. grandi dans ce genre de société, on a appris à comprendre que le corps de la femme, que ses jambes, que ses bras, que ses mains, que sa voix, que ses cheveux Mhm. ne sont pas des invitations sexuelles, ne sont pas non plus Exactement. des sexes. C'est-à-dire que on a des sociétés effectivement qui pensent que les mains, par exemple, pour parler de l'Arabie Saoudite, les mains d'une femme peuvent Ok. voilà donner envie d'un rapport sexuel. Mm, mm. Et selon les sociétés, ils y vont de leur degré. Alors pour certains, c'est les cheveux, pour certains, c'est les Exactement. mains, pour certains, c'est la voix, pour certains, un regard suffit. J'ai en mémoire cette femme afghane qui avait donné la main juste à un garçon du village et qui avait été assassiné, violé collectivement au nom de la religion, etc. Chaque religion, pas chaque religion, chaque pays y Cette va à son société, interprétation. exactement. Donc là, on est en train d'importer ça ici, alors que ça n'a pas lieu d'être ici. Et justement, bah, la question suivante, j'allais terminer. La question suivante, c'est justement toi, en tant que linguiste, qu'as-tu sorti du fameux verset qui porte la lourde responsabilité d'imposer le voile à la femme? Qu'est-ce qu'au niveau alors je te demande pas de prendre une position finale hein, parce que je sais que bah, Mhm, c'est toujours soumis à interprétation, mais mhm. qu'est-ce que tu en penses toi en tant que linguiste? Alors moi, je suis pas, voilà, je suis pas théologicienne, je suis pas Mais par exemple, le foulard, il est dans trois versets, enfin, d'après les interprétations. Donc on a la fameuse sourate Nour, et là on parle vraiment pas de cheveux. Dans le Coran, il n'y a pas couvrir ses cheveux ni couvrir ses oreilles. Alors que dans d'autres cas, le Coran est vraiment très précis. Par exemple, pour le maharem, les gens vers lesquels, autour de nous, à qui on peut montrer ses atouts. Ça, on reviendra après. Et donc, c'est par rapport à quelque chose qui est arrivé à l'époque. Et rimal, c'est quoi rimal dans l'histoire et dans le dictionnaire arabe? Rimal, c'est quelque chose, c'est comme un fichu ou un châle très léger, un voile, que pas voile pour voiler, mais plutôt que les femmes mettaient sur elles, ou bien c'était une parure en fait pour décorer ses cheveux. Ça donnait une certaine elle accrochait là derrière, ça donnait une certaine, comment dire, une silhouette, voilà. Et on leur demandait de cacher avec ce voile leur jaib, donc la fente, et c'était le décolleté. Donc ici, à l'époque, les femmes, il faut savoir que Il y a les dans femmes le avaient des. Coran le mot décolleté. C'est-à-dire que dans le Coran, il y a le mot décolleté, la fente. En fait, il dit jaib. Jaib, ça veut dire une poche, une ouverture, une fente. Et c'est ce qui se disait à l'époque par rapport au. Parce que les robes étaient très ouvertes et il n'y avait pas de sous-vêtements. Donc, les femmes, quand elles se baissaient, c'est pour c'est vraiment pratique. Hein, c'est pour, donc, on leur demandait de couvrir ça pour être décente. Il faut savoir que à l'époque, les gens s'habillaient différemment. Il y avait d'autres traditions, d'autres. Maintenant, nous, c'est vraiment différent. Vous savez pourquoi, pour juste ouvrir une petite parenthèse, pourquoi les femmes font la prière derrière les hommes? Je ne sais pas Pourquoi du les femmes, voilà, pourquoi les femmes, par exemple, pendant la prière, elles sont derrière et quand la prière est finie, les femmes lèvent la tête après les hommes. C'est ça. Elle lève la tête après les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu il y a eu une situation où les hommes ne portaient pas, ils portaient des robes courtes comme les salafis. Maintenant, il n'y avait pas de pantalons et des sous-vêtements. Et quand les hommes se blessaient pour faire la prière, si les femmes levaient la tête avant les hommes, elles pouvaient voir des choses. Donc de derrière. Donc c'était ça. Et c'est écrit dans les livres religieux de la tradition musulmane. Et donc, ça, c'était la première, c'est couvrir la fente. Donc, il n'y a pas de cheveux, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, prenez votre châle. Moi, je trouve que ceux qui sont plus cohérents par rapport au texte, c'est les Pakistanais.
les Pakistanais et les Pakistanaises, elles portent donc leur grand voile au-dessus de leur… et quand elles vont faire la prière, elles mettent le voile. Mais ce n'est pas une obligation. Il faut dire aussi que dans le Coran, la femme qui ne porte pas le foulard, il n'y a aucune punition pour cette femme. Donc, il n'y a pas le mot cheveux, il n'y a pas le mot oreilles, cacher les oreilles, ni cacher les Donc cheveux. ça veut dire quelque chose d'important. Ça veut dire que cette différenciation de vertu et cette façon de considérer la femme voilée comme une musulmane plus, comme tu nous le disais tout à l'heure, ne trouve pas son origine dans le Coran. Pas du tout. Ouais. Deuxième chose, on a dans le verset de l'Ahzab, Surat al-Ahzab, on parle aussi de Jilbab. Jilbab, ce que porte… donc, c'est une sorte de manteau ou un long voile qui a été décidé dans un contexte bien particulier. Les femmes les femmes musulmanes et surtout les épouses du prophète allaient faire leurs besoins dans un endroit retiré chaque soir. Et elles étaient harcelées par des hommes, comme partout, il y a des gens qui sont mal… Donc, ça a gêné. Donc, on leur a dit, mettez… Donc, il y a la première chose, mettre le voile pour cacher. Et deuxième chose, ce manteau qui est mis surtout par les Iraniennes. Donc, on met sa robe et au-dessus, un grand manteau dur et noir. Parce que quand elles se baissaient faire leurs besoins, donc ce manteau venait derrière, leur cacher leur derrière. C'est tout. C'est juste pour cette raison-là qu'on nous fait tout un pataquès maintenant par rapport à ça. Maintenant, on a les toilettes, il y a des portes. Il y a pas… Après, il y a une autre histoire que les théologiens, certains pour le foulard sortent, c'est le sitar. Le sitar, c'est un rideau. Et c'est juste un rideau, donc ça n'a rien à voir avec le foulard et tout ça. Mais l'origine du mot, c'est satr. Satr, c'est-à-dire protéger. Et protéger, on met des rideaux pour nous protéger du regard extérieur. Et sitar, c'est juste un rideau. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut. Donc, à l'époque, par rapport à un événement, il y a un ami du prophète qui a dit, Aïcha est belle, elle me plaît beaucoup. Si un jour Mohammed meurt, je vais l'épouser. Et ça a été rapporté. Et il y a une histoire, une ayah, donc où on parle de ça, où le prophète, où c'est dit que ne dérangez pas le prophète. Et si vous voulez parler à ces femmes, parlez derrière un sitar et qu'il fallait… Donc, moi, j'invite tout le monde à aller voir ces versets et voir les raisons qui ont fait que ces versets-là, ce qui est arrivé, les événements qui ont fait que ces versets arrivent. Et on va voir que ça n'a rien à voir avec le foulard qu'on a maintenant. Moi, j'invite chaque femme, avec le respect de choix de tout le monde, c'est vraiment d'aller la tête froide, lire le Coran, chercher les mots et n'écouter personne. En fait, le foulard est venu dans les années 80, après plusieurs défaites par rapport à la situation géopolitique de l'époque. Il faut revenir à cette période-là. Il y a eu des écrits comme Sayyidna Qutb, les frères musulmans, qui parlent d'un mouvement d'éveil. C'est-à-dire, si on a toutes ces pertes en guerre contre Israël, contre tel et tel et tel, c'est parce que nous, on s'est éloigné de la religion. Donc, c'était… Nahda dont on parle souvent, la Nahda, la Renaissance, Exactement. Nahda, ou bien on appelle aussi Sahwa al-Islamiyya, l'éveil islamique. Et ça, c'est ce qui est arrivé dans les années 80. Si on lit les livres, moi j'ai lu les livres de Qutb, des frères Qutb, je ne sais pas si vous… Non, je ne connais pas. Alors, ces deux-là, c'est eux qui ont mis les premières pierres. D'ailleurs, beaucoup de leurs livres sont interdits. Les premières pierres pour construire ce qui est venu après. D'accord? Donc, moi, je les ai lus il y a 30 ans. Je les ai relus il n'y a pas longtemps. Et c'était pas la même oreille, ni la même… Parce que j'ai vécu dans l'Occident et tout ce qu'il disait, lui qui est resté 6 mois en Occident, et il est venu dire l'Occident, c'est notre ennemi. Donc, à l'époque, quand on vit de l'autre côté et quand on subit les problèmes sociétaux dans des pays comme l'Égypte, l'Algérie, quand on lit ce livre, on se dit oui, mais notre secours, notre salut est dans l'islam. Il faut qu'on fasse comme ils ont fait, l'Andalousie, l'Andalous.
Mais le lire après, surtout maintenant avec Internet et tout ça, on va voir que c'était vraiment pour manipuler les gens et pour les pousser à Ouais. voilà, revenir à une tradition révolue. C'était un côté, ouais, ça a toujours été le cas pour, je crois, dans toutes les civilisations. La religion sert toujours de liant politique et de vecteur politique quand on veut essayer de Mhm. manipuler les gens. Euh, Exactement. il y avait quelque chose d'intéressant que je trouvais à dire, c'est du coup, toi, voilà, tu disais que tu as arrêté de porter le voile, voilà, pour les raisons que tu nous as exposées, que tu respectes évidemment le choix de chacun, mais que tu invites Oui, à revenir au texte. Et c'est vrai qu'en plus, en islam, normalement, il n'y a pas d'intercesseur entre Dieu et soi, c'est-à-dire entre le Coran et soi. Et pourtant, il y a une littérature abondante autour du Coran qui est inimaginable. Et c'est vrai que il faut quand même essayer, je pense, parfois, moi, pareil, modestement, je pense qu'il faut essayer de remettre en question, parce qu'on dit en islam, il n'y a pas de clergé. Et c'est vrai que administrativement, factuellement, il n'y a pas de clergé. Mais en oui. islam, il y a quand même ce que j'appellerais des chaînes de légitimité. C'est-à-dire qu'il y Mhm. a quand même des savants qui, voilà, ont dit, ont parlé, on peut difficilement les remettre en question, etc. Alors qu'en islam, il est censé ne pas y avoir de clergé. Donc, on peut aller tranquillement et sereinement, en respectant sa foi, aller direct au texte du Coran. Et je Mhm. pense que Dieu est assez fort et assez puissant si on y croit, et personnellement j'y crois, pour parler au cœur du croyant sans intercesseur et sans que quelqu'un vienne expliquer ce qu'il a expliqué. La religion est là pour nous amener un apaisement. Dieu ne m'a pas créé pour m'humilier. Et l'image de la femme telle qu'elle est présentée par ses livres et ses théologiens musulmans, elle m'humilie en tant que femme. Voilà. Donc, j'invite tout le monde à revoir. Maintenant, on assiste à un mouvement, on appelle le mouvement des Lumières. Beaucoup de gens qui remettent en cause sur Internet. Il y a des chaînes YouTube. D'ailleurs, j'en ai reçu à Isidars plusieurs personnes qui remettent en question, mais avec des arguments objectifs. Et par exemple, l'Azhar, donc l'école théologique D'Égypte, ouais. égyptienne, a dû quand même changer son discours sur le foulard. Tout à fait, Et je me souviens voilà, de ce moment-là voilà. où effectivement un des théologiens de Al-Azhar avait convenu que le voile n'était pas obligatoire. Et c'était quand même de la part de cette université très conservatrice, c'était une avancée majeure, effectivement. Ça C'est un devient enfermement. C'est un enfermement. tout à C'est fait. une barrière. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce qui me dérange le plus, c'est que c'est une barrière et puis c'est que ça réduit, encore une fois, ça réduit la femme à son sexe. C'est-à-dire que quand je vois une femme voilée, eh ben, je vois potentiellement, comment dire. Alors, ça va être violent, mais moi, je parle de ma place d'homme. C'est-à-dire qu'en gros, quand je vois une femme voilée, c'est comme si elle me disait, ah, prédateur, je me protège de toi. C'est ce Et que j'allais vous dire. Et Oui, moi, c'est je ça. ne suis pas un prédateur. Je suis marié depuis 25 ans. Je suis très bien avec mon épouse. Et quand je peux avoir des amies féminines et je sais me tenir, je sais maîtriser mes pensées et mes passions parce que la philosophie, parce que l'âge, parce que tout un tas de choses m'ont appris à le faire. Mais je veux dire, quand je vois un voile, je me sens insulté de prédateur, ce que je ne suis pas. Et c'est en ça que moi, ça m'intéresse. Et ça m'intéresse également en tant qu'homme, ça m'intéresse dans le sens où on a quand même, et ça on oublie de le dire, même dans le féminisme français, on oublie Mhm. que l'homme est aussi, lui aussi, assigné à une certaine place. C'est-à-dire qu'il est lui Exactement. aussi aliéné. Un homme en islam, eh ben, il faut qu'il paye la dot et c'est pas tout le monde qui peut. Un homme en islam, il faut qu'il soit fort, puissant. Il faut qu'il soit puissant, alors ou au niveau économique pour protéger sa famille, ou au Un niveau grand public, stress, oui. on est dans des quartiers un peu plus Mhm. appauvris. Et c'est aussi, un homme ne doit pas pleurer, un homme ne doit pas, doit avoir une certaine force et prestance. Et donc, on est dans un espèce de jeu de rôle. Pierre Bourdieu décrivait bien ça. Pierre Bourdieu, qui lui a observé la société kabyle pour faire ses premiers retours sociologiques sur la domination masculine. Je conseille le livre également. Et moi, c'est ça qui me gêne précisément dans le voile.
Et puis, ce qui me gêne aussi, c'est qu'il y a un fort communautarisme, et c'est-à-dire qu'on va arriver, et je crois qu'on y est déjà dans certains quartiers, où pour une jeune fille, ne pas avoir de voile, ce n'est pas être une femme bien, et ce n'est pas être une maman respectable. Et ça pose un problème parce que du coup, il n'y a plus de liberté. Exactement. Vous mettez là le doigt sur vraiment un point sensible. Moi, je suis toujours étonnée que ceux qui parlent du voile, donc chez les musulmans, c'est les hommes. Et après, il faut se mettre à la place de ces gens-là. L'islam leur donne toute. On peut ne pas avoir de diplôme, ne pas avoir de considération, ne pas se faire une place dans la société, mais quand on lit le Coran, quand on va à l'islam, on trouve on a le double de l'héritage, on est puissant, quand on meurt, on a je ne sais combien de hours, de vierges, donc il n'y a que des avantages pour l'homme. Maintenant, il ne voit pas le stress que ça pourrait faire, c'est-à-dire tout ce poids qui est au-dessus de lui, mais ça, il le tait. Comme la femme, elle tait son désir, elle tait ses envies dans l'islam, on valorise plus la femme mesquine, la pauvre femme qui souffre. Et pareil, on valorise l'homme fort. Donc, vous êtes musulman, vous n'avez pas le droit de ne pas subvenir aux besoins de votre famille, quitte à aller voler. Vous n'avez pas le droit de pleurer, de dire que vous êtes faible. Moi, j'ai 3 enfants qui sont maintenant des hommes, 3 garçons plutôt. Je leur dis, vous avez le droit, vous avez le droit. Tout ce qui est entre une femme et homme, la chose qui nous différencie, c'est notre sexe. On est complémentaires, on est là pour faire des enfants, mais le reste, on est pareil. On a les mêmes faiblesses, les mêmes envies, les mêmes. Donc, c'est un point très important à développer peut-être et à revoir. Et voilà, moi, je demande aux gens qu'à aller chercher, se faire confiance. Et la réponse on la trouve, si on est mal à l'aise quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la religion doit nous ramener de l'apaisement. Et le voile, c'est déconseillé. Ok. Eh bien, écoute, merci pour ce témoignage. En tout cas, c'est très gentil de ta part. De rien. J'ai désormais l'habitude de demander à chaque fin d'échange comme ça ce que tu lis en ce moment ou si tu as des livres à conseiller qui peuvent Alors, intéresser. pour aller dans le sujet, moi, je ne lis plus de choses dans la religion. De temps en temps, je me fais plaisir, mais peut-être quelques années plus tôt, j'aurais peut-être. Ce que je suis en train de lire, donc ça n'a rien à voir avec le sujet, c'est Algérie, la nouvelle indépendance, déjà Pierre Philus, donc ça, je l'ai préparé là. Et j'ai aussi Histoire des Berbères. Ouais. C'est écrit par l'histoire de Berbère de Ibn Khaldoun, mais c'est une traduction que je suis en train de lire. Je le lis en français parce que je suis arabophone et anglophone et pour avoir quelques terminologies Pour par parfaire rapport. ta maîtrise du français. Voilà. D'accord. Eh ben, écoute, je te remercie et puis je te dis à très bientôt sur les réseaux puisqu'on échange régulièrement et puis pourquoi pas échanger sur d'autres sujets plus tard si tu le souhaites. Avec plaisir et merci beaucoup pour ta chaîne YouTube qui nous propose beaucoup de livres intéressants. Merci. Merci Merci. infiniment. Au revoir. Au revoir. Shukran.